Bonjour à tous. Est-ce que vous commencez à comprendre avec le recul pourquoi on a commencé à nous demander à partir de 2023-2024 de déclarer nos biens immobiliers ainsi que leur surface? Ici ce titre, un quart des ménages français vit dans un logement trop grand. Tiens, je vous montre ici, les propriétaires doivent déclarer leurs biens immobiliers, ça c'était sur nos dernières déclarations. Et c'est vrai que moi je me disais, ça sent pas bon ça. Alors dans cette vidéo, qui sera, je l'espère, assez complète, on va étudier un petit peu ce nouveau rapport de l'INSEE, qui s'appelle « Un quart des ménages vivent dans un logement en sous-occupation très accentuée » de Catherine Lavaux et Romuald Lelanne. Alors, je n'ai pas trouvé dans la base de données de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique quel est leur patrimoine à ces deux chercheurs de l'INSEE. Alors, au départ, quand j'ai vu ce rapport il y a quelques jours, je voulais pas en parler parce que j'estime qu'il faut pas donner trop d'importance à ce genre de truc pondu régulièrement, parce que pour son équilibre mental, c'est assez mauvais de regarder tout ça et de se dire qu'il pourrait passer à l'action un jour. Mais comme c'est repris un peu partout et que, oui, sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie notamment, ça a été repris, eh bien je me suis dit, il faut que j'en parle également. Alors, ça ne vous a pas échappé, j'imagine, que beaucoup de médias en ligne, qui correspondent parfois à des grands journaux français aussi, ils reprennent une news et ils la diffusent au maximum en changeant une virgule par-ci, un mot par-là, mais regardez. 20 minutes, Les Échos, BFM TV, Le Figaro, Capital.fr, Le Revenu, Le JDD, Le Télégramme, Boursorama, TF1, ils reprennent tous ce rapport qui peut sembler anodin. Donc s'ils le reprennent massivement et qu'ils le diffusent dans leur réseau de distribution, alors au passage, certains fact-checkers disent que les complotistes font la même chose, c'est-à-dire rayonner à partir de quelques comptes. Mais là, on voit bien un exemple que c'est exactement la même chose pour les médias, au passage. Des millions de Français vivent dans un logement beaucoup trop grand. Les Échos, un quart des ménages français vit dans un logement trop grand, etc. Est-ce que c'est du journalisme, ça? Est-ce qu'on a une analyse, comme on pouvait y avoir il y a 20 ans dans des journaux même comme Le Monde, etc. Est-ce qu'il y a une analyse? Pas du tout, c'est juste un texte qui est diffusé à un moment donné parce que on leur dit de le diffuser. Dans quel intérêt d'ailleurs? Est-ce que ce n'est pas pour habituer progressivement les Français à ce qui pourrait devenir une nouvelle réalité? Ces articles sont massivement diffusés. Donc, on reprend le rapport de l'INSEE, enfin le résumé. Un quart des ménages vivant dans une résidence principale considérée en sous-occupation très accentuée. Il s'agit le plus souvent de maisons individuelles occupées depuis longtemps par des propriétaires âgés n'ayant plus d'enfants à leur domicile. Le taux de sous-occupation très accentué a atteint 41% pour les maisons individuelles. Alors, ce qu'on peut noter déjà dans ce résumé, c'est qu'on n'a aucune définition de sous-occupation et on a une population qui est ciblée. Ce qui me semblait illégal à faire en France au niveau statistique, mais qui correspond notamment à des propriétaires âgés n'ayant plus d'enfants à leur domicile. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que ce sera une cible potentielle pour les impôts ou pour d'autres choses? Donc, je rappelle que c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie pour acquérir leurs biens, et maintenant on voudrait nous habituer à une espèce de communisme désirable, comme le disait notamment Frédéric Lordon, qui, il me semble, était chercheur au CNRS à une époque. Alors, je le prends lui comme exemple, mais bon, il écrit des bons articles dans le monde diplomatique de temps en temps. Mais ça m'avait alerté. Enfin, même des gens intelligents comme lui, qui finalement nous parlent de communisme désirable, ça me semble très grave. Parce que c'est quelque chose de souterrain qui ne veut pas dire son nom et qui essaye de se développer dans tous les pans de la société comme ça. Et c'est toujours problème, réaction, solution. Face au désastre qui vient, bah oui, c'est sûr que tout le monde s'aperçoit qu'il n'y a rien qui va plus dans la société, et ben on vous propose le communisme désirable. Eh oui. Le communisme, un rêve à revisiter, il y a 2 semaines donc sur cette chaîne YouTube. Donc,
Comme charité bien ordonnée commence par soi-même, dans cette vidéo, on prend pas les noms des personnes individuelles pour leur nuire, bien évidemment, mais simplement dans un contexte de transparence, puisque ces personnalités publiques, et je vais parler d'élus, etc., qui régissent nos vies quand même, et qui sont responsables de leurs propos et de leurs actes, a priori, ont soumis des déclarations à la haute autorité de la vie publique, HATVP. Il est donc normal que nous cherchions à connaître mieux chaque personne qui nous gouverne. Donc je vous propose de commencer par les ministres et les secrétaires aux ministres de l'actuelle composition du gouvernement. Alors, je pense qu'il est crédible et normal de commencer par le ministre qui s'occupe notamment, qui est en charge du logement, Valérie Létard, ministre auprès du ministre de l'Aménagement des Territoires et de la Décentralisation, chargé du logement. Avant de commencer, je ne dis pas qu'il y a eu quelconque proposition de loi, etc. pour l'instant, mais on les connaît dans leur modus operandi. Maintenant, c'est-à-dire, première étape, on essaye d'habituer les gens en voyant comment ils réagissent, en diffusant des articles en disant « Ah, il pourrait y avoir des logements inoccupés en France, etc. » Et ensuite, comme ils ont besoin d'argent au niveau de l'État, ils commencent à réfléchir à ce genre de mesures. Mais je ne sais pas vous, mais je n'ai toujours pas entendu qu'il y avait de loi actée concernant par exemple une taxe de 2 ou 3% sur le patrimoine des très riches. J'avais fait une vidéo où je disais l'État pourrait récupérer 10 à 15 milliards d'euros par an en faisant ça, donc ce qui correspond à des budgets de certains ministères, c'est assez énorme. J'ai toujours pas entendu parler de taxes sur les transactions financières, C'est pas des taxes de 2-3% sur tous les flux financiers qui passent par les zones boursières de Paris ou de France. Mais il faudrait qu'on fasse la même chose dans toute l'Europe et dans le monde entier, si possible. C'est pas ça qui va les empêcher de bien gagner leur vie. On voit tous les jours sur le Forex ou même sur le marché des actions des transactions de montants de plusieurs milliards par jour. Donc ça pourrait éventuellement financer les problèmes qu'on a. Et puis, est-ce qu'on va parler du coût des Jeux Olympiques l'an dernier? Est-ce que vous avez vu un rapport sur ce que ça nous a rapporté versus sur ce que ça nous a coûté? Non, donc, a priori, comme notre président et ses élus sont responsables, des individus responsables, on est à mon avis en droit de leur demander des comptes avant de s'attaquer toujours aux ménages les plus précaires. Puisque même les classes moyennes, qui n'existent plus trop d'ailleurs, deviennent précaires. Donc, nous commençons avec Valérie Létard. Ici, on ne va même pas regarder les parts de sociétés civiles immobilières que les élus ont, ni les autres valeurs mobilières, les instruments financiers, les assurances vie, les comptes bancaires. Non, on va juste regarder leur patrimoine immobilier. Au niveau de ce qui est déclaré. J'ose espérer qu'il n'y a pas de choses qui sont cachées, c'est-à-dire, des propriétés immobilières qui ont été acquises via des hommes de paille à l'étranger ou alors sous le nom d'un cabinet d'avocats, vous savez. Ça se fait beaucoup ça aux États-Unis. Il y a des gens très riches qui ont des cabinets d'avocats qu'ils chargent toujours de signer contrat d'acquisition ou autre, pareil pour les transactions financières, pour que leur nom à eux n'apparaisse pas. J'ose espérer qu'en France, ça n'est pas le cas. Alors, Valérie Létard, maison individuelle de 280 mètres carrés, dans le département 59. On a une autre maison de 100 mètres carrés, dans le département 85. Une maison de 30 mètres carrés, toujours dans le département 85. Et des terres agricoles. Et aussi un appartement, toujours dans le département 59, appartement de 100 mètres carrés. Alors, j'ai oublié quand même l'essentiel, c'est-à-dire, on disait, mais quels sont les critères? Sur quoi se reposent les statisticiens de l'INSEE pour en conclure appartement trop grand pour une ou plusieurs personnes? Alors, ils n'osent pas encore peut-être dire quels sont les critères, mais on a une piste sérieuse, c'est Madame Pia Mahmout qui, dès 2021, avait prôné la limitation des mètres carrés par personne. Alors, j'ai pas beaucoup de données françaises sur cette personne, puisque a priori, elle travaille à l'université de Münster, Et on a ici quelques-unes de ses publications. Sustainable Consumption and the Power of Economic Growth, Exploring Alternatives to the Growth Dependency Narrative. Il me semble qu'elle est plutôt du côté des Verts, etc., mais c'est à vérifier.
En tout cas, cette Madame Pia Mahmoud, dont j'aimerais bien explorer le patrimoine personnel, mais malheureusement, c'est pas possible. Peut-être qu'en Allemagne, il y a des données fédérales sur elle, je ne sais pas. Combien de mètres carrés par personne sont nécessaires, s'interroge la chargée de recherche. 14 mètres carrés minimum à 20 mètres carrés maximum pour une personne seule, et 40 à 80 mètres carrés pour un ménage de 4 personnes, déclare-t-elle. Alors, bien sûr, on pourrait arguer, rien ne nous dit qu'en France, nous avons retenu ces critères en ce qui concerne les statistiques qu'on fait en France là-dessus. Bien sûr, ça ne concerne qu'elle, mais j'ai tendance à me méfier. On voit très souvent, même au niveau de l'Europe, des décisions être prises, finalement être actées, suite à des recherches de certains universitaires ambitieux, comme c'est le cas typiquement pour Pia Mahmoud. Donc je me méfie beaucoup, parce que la seule donnée qu'on trouve par rapport à ces critères précis, c'est elle. Donc 20 mètres carrés maximum par personne. Donc je tiens à mettre en garde les élus, les ministres, etc., s'ils n'étaient pas au courant de ce que eux-mêmes vont peut-être signer ou acter ou prôner plus tard, je veux leur dire qu'ils seront concernés peut-être, enfin je l'espère, au premier chef. Donc Madame Létard, une maison de 280 mètres carrés, je parle même pas des autres, je ne sais pas si elle est seule ou pas, mais on a 260 mètres carrés de superflu. Donc peut-être qu'il y aura un impôt supplémentaire sur chaque tranche de X mètres carrés, ça commencera à chiffrer, ou peut-être que cette personne devra accueillir, je ne sais pas, une personne dans le besoin, ou un migrant, etc., par tranche de 20 mètres carrés. Donc, je ne sais pas encore quelles seraient les mesures mises en place par l'État s'ils mettaient ça, mais soit ils vont mettre des impôts supplémentaires par tranche de X mètres carrés superflu, et ce qui ferait qu'on atteindrait un niveau d'imposition assez intenable pour la plupart des gens normaux, ce qui ferait qu'ils seraient obligés peut-être d'accueillir des gens chez eux. Donc 280 mètres carrés, si Madame Létard était seule, on enlève 20 mètres carrés pour le nécessaire, pour une personne, ça nous laisse 260 mètres carrés. Donc si par exemple elle n'avait pas de quoi dans le futur payer les impôts sur la surface superflue, peut-être qu'elle devrait accueillir 13 personnes dans cette maison. Voilà. Ensuite, Monsieur Macron. Donc lui, c'est un peu spécial. On a juste la déclaration patrimoniale qui date de 2022. Enfin, spécial, c'est... L'interface n'est pas la même par rapport aux autres. Immeuble bâti et non bâti, néant. Il n'a rien. On n'a pas de chance. Il n'a rien. Bon, vous allez me dire, en tant que président, il a accès aux propriétés de l'État français. Il y a l'Élysée, il y a une maison de vacances, ou même plusieurs, mais lui, en son nom propre, il n'a rien. Bon, pas de chance. On continue. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, etc. Alors, appartement de 156 mètres carrés à Paris. Donc d'une valeur de presque 1 million d'euros. Un autre appartement de 42 mètres carrés, toujours à Paris. Donc là aussi, il y aura peut-être des mètres carrés superflus qui seront relevés pour cette ministre. Patrick Mignola, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement. Un appartement de 170 mètres carrés dans le département 73. François Bayrou, Premier ministre. On a un appartement de 40 mètres carrés, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, si je ne me trompe pas. Une maison individuelle de 225 mètres carrés, toujours dans le même département. Un appartement de 50 mètres carrés à Paris, des terres agricoles, dans le 64. Ensuite, Madame Aurore Berger, ancienne députée des Yvelines, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les discriminations. On a une maison individuelle de 400 mètres carrés dans l'Eure, et une maison de 200 mètres carrés dans les Yvelines. Une question m'est venue subitement. Pourquoi on a une section du gouvernement qui est chargée de l'inégalité entre les hommes et les femmes et pas de l'inégalité entre les gens riches et les gens pauvres, par exemple? Non mais, c'est vrai. On pourrait d'ailleurs lui dire à cette ministre que la parité homme-femme n'est pas respectée tout à fait, puisque sur 36 ministres, 17 sont des femmes. Madame Sophie Primas, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Maison individuelle de 150 mètres carrés dans les Yvelines. Maison individuelle de 213 mètres carrés dans le département 56, et des terres agricoles. Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
appartement de 68 mètres carrés à Paris, et appartement de 43 mètres carrés dans le 92. Bon, là on est plus raisonnable déjà, mais on a une bonne valeur hein, pour chacun des appartements. 740 000 € pour celui à Paris et 550 000 € pour celui dans le 92. Alors on va voir qu'à mon avis, il y a des élus, des ministres plus intelligents, plus smart que d'autres, qui font bien attention à soit déclarer, qui ont déjà pris les mesures nécessaires pour déclarer des petites surfaces, voire aucun bien du tout. On passe à monsieur Philippe Baptiste, ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur. Alors, appartement de 200 mètres carrés dans les Yvelines, ouais, d'une valeur de plus d'1 180 000 €. Une remise de 30 mètres carrés dans les Yvelines, maison individuelle de 160 mètres carrés dans le département 73. Monsieur Manuel Valls, alors aucune propriété immobilière en son nom. Gérald Darmanin, appartement de 95 mètres carrés dans le département 59. Bruno Retailleau, on a une maison individuelle de 540 mètres carrés dans le département 85. Alors là, ça en ferait des mètres carrés superflus, hein. Je ne sais pas si monsieur Bruno Retailleau vit avec sa femme ou ses enfants, mais s'il était tout seul, on ne retiendrait que 20 mètres carrés nécessaires, donc il faudrait qu'il accueille, s'il décidait de ne pas payer les impôts supplémentaires, il faudrait qu'il accueille 26 personnes, juste dans cette propriété. Hein. Ensuite, d'après les critères toujours de madame Pia Mammouth, hein, je ne sais pas si ce sont ceux qu'on retiendra. Ensuite, il a une maison individuelle aussi de 100 mètres carrés dans le département 85, des terrains aussi, maison individuelle de 160 mètres carrés, toujours dans le même département. Ensuite, François-Noël Buffet, ministre de l'Intérieur, un appartement de 75 mètres carrés dans le département 69, un garage de 15 mètres carrés, toujours dans le même département, un appartement de 53 mètres carrés dans le même département, une maison de 75 mètres carrés dans le département 74. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle a une maison de 300 mètres carrés dans le département 51 et un garage de 30 mètres carrés, toujours dans le même département. Madame Astrid Panosian-Bouvet, ministre auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles. On a un appartement de 159 mètres carrés à Paris. Une bonne valeur là, 1 730 000 €. Un appartement de 92 mètres carrés dans le département 94. Donc la solidarité consisterait peut-être, si de telles mesures étaient mises en place, eh bien à partager, que ces ministres partagent leur propre appartement avec des personnes dans le besoin, ou alors de payer de fortes sommes en impôts. Hein. Monsieur Yannick Neuder, ministre auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité. On a une résidence de 120 mètres carrés dans le département 83, un appartement de 40 mètres carrés dans le département 06, une maison individuelle de 200 mètres carrés dans le département 38, et des terrains dans le département 38 toujours. Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé. On a un appartement de 130 mètres carrés dans le département 59. Donc je rappelle, d'après les critères de Madame Pia Mammouth, même si on a un ménage de 4 personnes, donc avec les 2 parents plus 2 enfants, c'est 40 à 80 mètres carrés maximum. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont se sentir à l'étroit. Madame Amélie de Montchalin, ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Maison individuelle de 210 mètres carrés à Paris. Ah ouais, sympa une maison à Paris ça. Et une maison individuelle de 400 mètres carrés dans le département 91. Monsieur Marc Ferracci, ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle. Un appartement de 70 mètres carrés à Paris. Et une maison individuelle de 90 mètres carrés dans le département 44, Loire-Atlantique. Madame Véronique Louvagie, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, ancienne députée de l'Orne. On a une maison individuelle de 480 mètres carrés dans le département de l'Orne. Une autre maison de 138 mètres carrés dans le département 56. Une maison de 120 mètres carrés dans le département 56, une autre maison individuelle de 98 mètres carrés dans le même département, une autre maison de 94 mètres carrés dans le Calvados, une autre maison individuelle de 70 mètres carrés dans l'Eure, un appartement de 48 mètres carrés dans le Calvados, des terres agricoles dans l'Eure, ici, ici, ici,
Donc ça, on connaît pas la surface, hein, malheureusement. Un appartement de 71 mètres carrés dans l'Orne. Encore des terres agricoles dans l'Eure, dans le département 28, dans l'Eure. Un appartement de 61 mètres carrés dans le département 73. Voilà. Là, on est assez bien pourvu. On continue. Hop. Madame Clara Chapaz, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Appartement de 102 mètres carrés à Paris. Un autre appartement de 46 mètres carrés, toujours à Paris. Maison individuelle de 90 mètres carrés dans le 77. Maison individuelle de 75 mètres carrés dans le département 77. Madame Nathalie Delattre, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Une maison de 95 mètres carrés dans le département 33, c'est la Gironde, hein, c'est ça. Maison individuelle 114 mètres carrés dans le département 24. Maison individuelle de 93 mètres carrés dans le 33. Une autre maison individuelle de 120 mètres carrés dans le 24. Et des terres agricoles dans le département du 24 également. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. On a une maison individuelle de 250 mètres carrés dans l'Eure. Une autre maison individuelle de 89 mètres carrés, toujours dans l'Eure. Et des terres agricoles ou pas d'ailleurs, du terrain. Madame Patricia Mirales, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants. On a un appartement de 45 mètres carrés dans le département 34. Bon, bah là typiquement, vous voyez, si elle vivait juste avec une autre personne, elle serait dans les clous. Elle n'aurait pas trop de suppléments à payer. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Un appartement de 37 mètres carrés dans le 92 et une maison individuelle de 88 mètres carrés dans le département 71. Monsieur François Rebsamen. Maison individuelle de 130 mètres carrés dans le département 21 et un appartement de 83 mètres carrés dans le département 20. C'est important d'être exhaustif, hein, c'est un peu long, désolé, mais c'est important de savoir qui nous gouverne, qui nous dirige. Monsieur Philippe Tabarot, ministre auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation chargé des Transports. Il y a une maison individuelle de 203 mètres carrés dans le département 06 et une autre maison de 178 mètres carrés dans le même département. Madame Françoise Gattel, ministre déléguée auprès de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. On a un appartement de 52 mètres carrés dans le département 35, une maison individuelle de 180 mètres carrés dans le même département, un appartement de 39 mètres carrés en Loire-Atlantique, des terrains dans le département 56, ça doit être en Bretagne, ça, non? Hop, hop, ouais, on a pas mal de terrains. Voilà. Madame Juliette Méadel, ministre déléguée auprès du ministre de l'Engagement du Territoire et de la Décentralisation, chargée de la ville. Donc ça concerne peut-être aussi ces futurs probables projets de loi, des logements trop grands, selon des critères qui sont flous. Maison individuelle de 220 mètres carrés, département 92. Maison individuelle de 150 mètres carrés, département 13. Appartement de 95 mètres carrés à Paris. Alors, il y a des choses étranges. Prix d'acquisition 750 000 € en 2024. Ouais. On est loin de la valeur... Ah, quote-part détenue 18%. Mais c'est peut-être dans une SCI. D'accord, prix d'acquisition, c'est pour ça que c'est faible. Parce que sinon, le prix moyen d'un 95 mètres carrés à Paris, c'est plutôt... Alors je parle vraiment d'un prix moyen. Ce serait presque 1 million d'euros. Hein. Donc là, on a une valeur vénale assez faible, 126 000 €. Ouais, mais c'est peut-être parce que c'est une part de SCI. Bref. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. On a un appartement de 126 mètres carrés dans le département 42. Là aussi, tout ça, à mon avis, c'est de la SCI. Hein. Quote-part détenue 25%, ici 12%, etc. On a un local commercial de 203 mètres carrés dans le même département. Un appartement de 150 mètres carrés dans le 92. Un studio de 37 mètres carrés dans le 92. Une maison de 180 mètres carrés dans les Yvelines. Un appartement de 25 mètres carrés à Paris. Un local commercial de 32 mètres carrés, toujours à Paris. Un garage à Paris. Un appartement de 100 mètres carrés à Paris. Sympathique aussi, là. Monsieur Benjamin Haddad, ministre délégué auprès du patrimoine, du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, aucun patrimoine immobilier en nom propre. Laurent Saint-Martin, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. On a un appartement de 77 mètres carrés à Paris. Voilà. Monsieur Thani Mohamed Sohili, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
On a une maison individuelle de 209 mètres carrés, département 97, ça doit être dans les dom-toms, je sais plus quel département. Et un appartement de 79 mètres carrés, toujours dans le département 97. Madame Annie Génévard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Maison individuelle de 240 mètres carrés dans le département 25. Maison de 64 mètres carrés, toujours dans le même département. Une maison de 292 mètres carrés, toujours dans le même département. Donc toujours là, probablement la SCI, hein. Quote-part détenue 8% et les autres 100%. Monsieur Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification. Ça veut dire quoi la simplification de quoi? Enfin bref. Appartement de 112 mètres carrés du département 20 et des terres agricoles dans le même département. Madame Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. On a un appartement de 113 mètres carrés à Paris. Un appartement de 12 mètres carrés toujours à Paris. Une maison de 288 mètres carrés dans le département de Pyrénées-Atlantiques, hein, c'est ça, 64. Appartement de 84 mètres carrés à Paris. Maintenant, on va passer... parce que là aussi, hein, si on regardait toute la transparence de la vie publique, on a des très très bons salaires et probablement des très bons patrimoines dans plein d'institutions en France, hein, notamment la Caisse des dépôts et consignations. Donc on a monsieur Éric Lombard, qui si je ne me trompe pas, il est directeur de la Caisse des dépôts et en même temps ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. C'est pour ça que j'ai mis son patrimoine ici. Donc, maison individuelle de 410 mètres carrés dans le département 56. Une autre maison de 240 mètres carrés à Paris. Sympa, hein? Une maison à Paris de 240 mètres carrés, donc valeur 6 millions d'euros. Appartement de 180 mètres carrés à Paris. Appartement de 5 mètres carrés à Paris. Alors, on va regarder un petit peu, voir si on a des informations sur les noms des administrateurs de la Caisse des dépôts, qui à mon avis ont des très gros salaires, mais là on sort un peu du patrimoine, je suis d'accord, mais la problématique du pouvoir d'achat en France est très importante, et vu que on met beaucoup de mesures restrictives sur la classe moyenne, voire pauvre, bah, c'est important de savoir là aussi quels sont les administrateurs. Alors, donc directeur général, Éric Lombard, comme je vous l'ai dit. Président de la commission de surveillance, Monsieur Alexandre Holroyd. Il est aussi député et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors ce que je trouve étrange, c'est que quand on tape son nom sur le site de la haute autorité de la vie publique, eh bien on n'a aucune donnée sur lui. Donc je suis allé voir sur Wikipédia, donc lycée Charles de Gaulle à Londres, London School of Economics, etc. En 2018, il intègre le programme franco-britannique Young Leaders, lancé un an plus tôt par le duc et la duchesse de Cambridge. Je suis désolé, hein, mais comme c'est important de s'intéresser aux administrateurs de la vie publique, bah, comme j'ai aucune info, bah, je cherche un peu ailleurs quel est le profil du monsieur. Ensuite, on a le comité de direction générale. On a Olivier Sichel, directeur général délégué et directeur de la Banque des Territoires. Nejla Boisrouge, directrice des gestions d'actifs. Arnaud Coudou, directeur des finances, de la stratégie et du pilotage. Costa Castrinidis, directeur des retraites et de la solidarité. Inutile de chercher leur patrimoine sur le site de la HATVP parce que ils n'y sont pas. On a aussi les autres membres du comité de direction. Les rémunérations individuelles ne sont pas rendues publiques. On se demande bien pourquoi. Hein. Caisse des dépôts et consignations, a priori, enfin, ils brassent des fonds énormes, mais c'est pas un fonds de pension privé. C'est ceux qui gèrent notamment toutes nos retraites, tous les dépôts des notaires, etc. Enfin, c'est des montants qui sont astronomiques. Et pourtant, alors ce qu'on vous dit pas non plus, c'est que souvent, si je dis pas de bêtises, ils investissent cet argent en partie sur les marchés financiers. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle parfois il y a des délais quand les montants sont déposés à la caisse des dépôts et consignations, quand il y a un acte notarié. Entre le moment où l'argent est déposé et le moment où l'argent est rendu, dans certains cas, eh bien cet argent travaille, hein, a priori. Bref. Donc, rémunérations individuelles qui ne sont pas rendues publiques, qui elles sont généralement très élevées. Donc là, moi j'ai entendu dire qu'on avait des montants annuels comme 300 000, 400 000, 500 000 euros. Voilà. Ensuite, on a la direction générale du Trésor. Donc le directeur général du Trésor actuel est Bertrand Dumont. On n'a aucune donnée sur lui.
dans la base de données de la haute autorité. Vous voyez, Bertrand Dumont ici, quand on tape, on n'a strictement rien. Pourtant, ça me semble important, hein, des gens qui mettent en place des mesures au niveau du trésor public pour aller traquer le nombre de piscines que chaque foyer a pour pouvoir les taxer, des gens qui regardent quelles sont les résidences secondaires, des gens, quelle est la taille des résidences principales, des gens. Il me semblerait important pour la transparence de l'État qu'on ait le patrimoine de ce monsieur, hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ensuite, on a tous les chefs de service, là aussi avec des bons salaires, hein. On a le chef de service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes, le service du financement de l'économie, le service des affaires multilatérales et du développement, le service des affaires bilatérales et de l'internationalisation des entreprises. Donc, je redonne une petite précision. Le terme trésor public, hein, ça désigne la direction générale des finances publiques qui s'occupe de la collecte des impôts, donc. Mais la direction qui élabore plutôt la politique économique de la France, c'est la direction générale du trésor, qui est composée de hauts fonctionnaires. Alors, les rémunérations des hauts fonctionnaires de la DG Trésor ne sont pas publiées individuellement. Mais un directeur d'administration centrale de la direction du Trésor gagne entre 180 000 à plus de 220 000 euros par an. Cette rémunération est nettement inférieure à ceux de la Caisse des dépôts, hein, qui eux touchent des salaires incroyables. Et là, bizarrement, on remet jamais ça en question, c'est-à-dire il n'y a pas d'inutile à ce niveau-là, alors qu'à mon avis, on pourrait lister des dizaines, voire des centaines de personnes dans ces administrations et institutions qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par an, mais ça, c'est pas du tout remis en question. Par contre, on va vous dire que ah oui, tous ces inutiles, tous ces émoluments inutiles pour les gens qui touchent le RSA, le chômage, vraiment, c'est ça qui ruine la France, quoi, hein. Vraiment, vraiment. Ah oui, c'est clair. Donc on va s'intéresser aussi à l'INSEE, hein, puisque c'est eux qui nous pondent ce genre de rapport, hein. Un quart des ménages vivent dans un logement en sous-occupation. C'est vrai qu'on n'a que ça à faire dans une France où énormément d'entreprises mettent la clé sous la porte parce qu'elles peuvent plus payer les crédits qu'elles doivent rembourser qui datent du Covid. On a de plus en plus de gens pauvres. On a un haut niveau de chômage. Enfin, il n'y a rien qui va en France actuellement. Mais on paye toujours des fonctionnaires, on paye toujours des gens pour nous pondre des trucs comme ça. Un quart des ménages vivent dans un logement en sous-occupation. Qu'est-ce que ça peut leur foutre au moment où il y a plein d'autres choses à faire, et notamment sur la transparence des gens les plus riches? Pourquoi on nous pompe pas des statistiques sur les milliardaires ou les gens qui gagnent plus de 100 millions d'euros par an? Pourquoi il n'y a pas de statistiques sur les transactions financières ou de ce qu'un impôt sur les transactions financières pourrait nous rapporter? Hein? Donc ces gens-là, comme Catherine Lavaux et Romuald Leland, dont on ne dispose pas du patrimoine malheureusement, eux, il me semblent plus inutiles que les inutiles, que les gens du MEDEF ou les patrons d'entreprises disent que les inutiles, ce sont les gens qui touchent le RSA ou le chômage. Non, moi je trouve qu'il y a des inutiles plus dangereux. Hein? C'est ces gens qui nous pondent des statistiques qui sont faites, qui sont probablement commandées par l'État, pour commencer à habituer les gens à accepter une nouvelle mesure, qui serait, eh bien, mettre des tranches d'impôts supplémentaires pour tout ce qui dépasse le minimum nécessaire pour vivre, c'est-à-dire 20 mètres carrés si on en croit Madame Mammouth, ou alors peut-être nous imposer, si on peut pas payer ses impôts, de devoir accueillir des gens, plusieurs personnes dans son logement. Hein? Donc moi je trouve ces rapports dangereux, c'est dangereux, c'est le communisme désirable là qu'ils veulent installer. Pourquoi je dis dangereux? Parce que, regardez, on vise ça en statistique. Alors, déjà qu'il me semble que c'est interdit en France d'avoir par exemple des statistiques sur le nombre d'étrangers et leur nationalité en France. Très bien, donc c'est interdit. Par contre, on ose, dans un rapport ciblé, il s'agit le plus souvent de personnes âgées n'ayant plus d'enfants à leur domicile. Là, il me semble que c'est illégal de cibler une partie de la population. Et imaginez une dame qui a 85 ans et qui habite dans un château délabré de 1000 mètres carrés. Si un jour, elle peut plus payer son foncier et qu'on l'oblige à accueillir, je sais pas moi, 50 migrants, ou 50 migrants ou 50 personnes françaises qui sont dans le besoin, hein, peu importe. Mais qui nous dit que tout le monde va être honnête dans cette maison? On a une dame qui aura plus forcément toute sa tête, machin, qui devra gérer les flux de 50 personnes qui habitent chez elle. Mais elle fera comment?
pour qu'il n'y ait pas d'abus sur sa personne, d'abus financiers ou autres, ou des gens qui essaieront de lui dire hey mamie, ça va? Bah écoute, moi je m'occupe de toi hein, pendant tes dernières années. Par contre, voilà, j'aimerais bien une petite signature chez le notaire quand tu hériteras, bah tu comprends, hein. Voilà. Donc je trouve ces rapports dangereux, moi, de l'INSEE. Ça installe, sans le dire, un communisme qui est désirable selon certains. Donc, il me semble normal de regarder, à défaut d'avoir leur patrimoine, parce que j'ai regardé, hein, nous n'avons pas le patrimoine de monsieur Jean-Luc Tavernier, ni qui est donc directeur général de l'INSEE, ni celui de la secrétaire générale Karine Berger, ni celui du chef de l'inspection générale Pascal Rivière. Voilà, donc on va regarder quelles peuvent être leurs rémunérations, à défaut d'avoir leur patrimoine. Donc, pour le directeur général, on a un salaire mensuel qui se situe entre 12 000 et 15 000 euros, et les autres membres de la direction générale ont des salaires légèrement inférieurs, mais généralement environ supérieurs à 100 000 euros brut annuels. Ensuite, on a le corps des administrateurs de l'INSEE. Donc là aussi, ça dépend du niveau de diplôme, etc. Mais un élève administrateur stagiaire à l'ENSAE touche environ 22 000 euros bruts par an. Un administrateur titulaire en début de carrière touche entre 55 000 et 58 000 euros par an. En milieu de carrière, la rémunération brute se situe entre 68 000 et 85 000 euros. Et en fin de carrière, ça va entre 75 000 et 113 000 euros par an. C'est important hein, de savoir combien touchent ces gens qui nous pondent des rapports sur des logements trop grands, sur des critères qui ne sont d'ailleurs pas définis avec précision. On va s'intéresser maintenant à l'actuel président du Sénat français, qui est Gérard Larcher. Donc on va sur sa fiche sur la HATVP. Bien pour le patrimoine, alors c'est pas comme les autres. C'est transparent mais pas autant, ou c'est différent. Il faut se déplacer à la préfecture des Yvelines, à Versailles. Prise de rendez-vous, voilà, on a le téléphone. On n'a pas le droit de l'avoir là publiquement. Hein, déclaration de situation patrimoniale consultable à la préfecture des Yvelines. Donc on imagine que faut montrer patte blanche hein, quand on y va. Faut donner sa pièce d'identité, donc immédiatement on va regarder qui vous êtes. Si vous n'êtes pas, à mon avis, si vous êtes une personne un peu critique ou même un chercheur, on va regarder si vous avez une petite fiche. Peut-être que cette déclaration sera pas disponible sous quelconque prétexte. Hein, si vous êtes quelqu'un qui est réputé être critique, vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est transparent, mais pas pour tout le monde forcément. Et maintenant, je vais chercher pour le président de l'Assemblée nationale. Donc pour conclure cette vidéo, charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi je propose qu'on exige de tous les élus de la République et des principaux administrateurs des institutions françaises, je propose déjà qu'on ait une transparence sur leur patrimoine, parce que c'est pas très net, on a rien sur les dirigeants des caisses des dépôts et consignations. On a uniquement le patrimoine du directeur général parce qu'il se trouve qu'il est aussi ministre. Mais les autres, on n'a rien du tout. C'est pas très net tout ça. Donc déjà être plus transparent sur leur patrimoine, et il s'agirait, je trouve, pour nous, de faire changer l'angoisse de camp. C'est-à-dire, à partir du moment où ils commenceront à préparer un éventuel texte de loi sur la situation des logements trop grands, pour nous, je propose qu'on exige que les éventuels impôts supplémentaires ou l'obligation d'accueillir des personnes chez soi soient appliqués en premier lieu aux élus de la République. Question de crédibilité, question de confiance également. Donc, je regardais parce que j'avais un petit doute, hein. Ça n'a rien de privé, la Caisse des dépôts, évidemment. C'est une institution financière publique française. Donc voilà, on exige aussi d'avoir la rémunération et le patrimoine des administrateurs de la Caisse des dépôts, et aussi la Direction générale des finances publiques. Voilà, pour savoir à qui on a affaire, qui est en mesure d'exiger du reste de la population, de connaître la taille exacte de tous les biens immobiliers, le nombre de piscines éventuelles que les gens ont dans leur jardin, et tout le reste. Voilà. Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne, surtout, je le rappelle, si on nous prépare un communisme désirable. Eh oui, faut être logique. On n'a pas envie de revenir à une situation stalinienne où les dirigeants du parti communiste sont les seuls qui peuvent avoir accès à des privilèges. Non, non. Vous n'allez pas reproduire ça.
parce que là on sera aux aguets. Si vous mettez un tel système en place, on fera bien attention que tout soit à l'équerre. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.